Mesdames et messieurs, mes chers confrères, mesdames et messieurs les bâtonniers méditons, madame le professeur, monsieur le conseiller, mes chers confrères, j'ai grand plaisir à vous accueillir pour cette nouvelle journée, ces 2 journées de formation à la procédure participative qui suivent les journées qui avaient été précédemment organisées au mois d'octobre, qui procèdent, certains ont dit, d'un caprice du président du Conseil national des barreaux. Après tout, pourquoi pas? Quand on fait des caprices, c'est qu'on est jeune ou qu'on essaie de le rester. Mais qui procèdent sans doute d'une nécessité. Et j'ai grand plaisir à constater que vous êtes nombreux, comme vous étiez nombreux au mois d'octobre, comme ils étaient nombreux au mois d'octobre, et comme ils le seront encore au mois de février, puisque une nouvelle journée ou une nouvelle session de formation sera organisée au mois de février sur la procédure participative. Je salue la présence à mes côtés d'Elisabeth Ménesguen, qui est la présidente de la commission formation du Conseil national des barreaux, déléguée par le président, mais c'est elle qui fait le travail, et qui est particulièrement active à tous égards, et notamment sur ce sujet. Je salue la présence d'Élodie Mulon et Karine Denobanteux qui m'accompagnent ou qui nous accompagnent dans cette promotion de la procédure participative. Le professeur Fricero, bien sûr, qui est à l'origine des travaux intellectuels et puis des travaux pratiques qui ont donné lieu à l'émergence de la procédure participative dans notre législation. Et je n'oublie pas, bien sûr, Hélène Poivet-Leclerc, qui, dans le cadre de la commission Guinchard, a tant œuvré pour que cette procédure soit élaborée et inscrite dans notre arsenal juridique et judiciaire. Le constat que nous avons fait les uns et les autres depuis la loi de 2010, si mes souvenirs sont bons, et le décret de 2012, le constat que nous avions fait était que cette procédure était peu utilisée, au fond. Et que si, intellectuellement, elle avait été parfaitement élaborée et parfaitement conduite par les mandatures précédentes du Conseil national, la profession ne se l'était pas appropriée. Bien sûr, le premier constat, c'est de dire regret, puisque c'est un outil qui impose la présence de l'avocat dans le cadre d'une justice négociée. Mais il fallait aussi essayer de comprendre un peu pourquoi. Chacun a son avis sur le sujet, chacun peut avoir sa propre démarche intellectuelle. Mais la raison, sans doute, c'est que c'est une remise en cause fondamentale du travail de l'avocat au judiciaire, la procédure participative. On se met à travailler différemment. Et se remettre à travailler différemment, c'est se remettre en cause, tout simplement. Remettre en cause les conditions dans lesquelles on travaille et le confort et la sécurité intellectuelle que l'on y trouve. Pas forcément dans des habitudes au sens péjoratif du terme, mais c'est vrai, dans les usages que l'on a et dans la façon que l'on a d'aborder les relations avec les clients et avec les magistrats, et avec les matières juridiques en général. Dans le même temps, nous avons vu se précipiter un discours, moi, que je considère comme intellectuel, mais qui est devenu effectif. Un discours consistant à dire, au fond, le plaideur, c'est celui que l'on n'a pas suffisamment aidé à ne pas plaider. Le plaideur, c'est celui qui n'est pas capable de résoudre ses difficultés amiablement, et c'est dommage. Et le discours se développe selon lequel les professionnels que nous sommes se seraient comportés ou auraient voulu se comporter davantage comme des marchands de procès que comme des accompagnateurs dans la solution d'un litige. Et ça, c'est un véritable changement on dit de paradigme, je crois, dans le langage moderne. Ça peut nous plaire ou ne pas nous convenir, mais c'est un fait.
Et nous devons, les uns et les autres, et lorsque nous travaillons au Conseil national des barreaux, plus peut-être, être pragmatiques. Si véritablement la société évolue de la sorte, et si les pouvoirs publics ont le souhait, le désir d'accompagner l'évolution de la société de la sorte, il faut bien que nous prenions, nous, une place qui soit une place efficace. Et j'ai envie de vous dire aussi économiquement pertinente. Parce que le choix qui s'offre à nous dans ce genre de développement, c'est quoi? C'est l'avocat qui est le porteur de la régulation juridique, qui apporte la sécurité juridique à ses clients. A-t-il toujours sa place à leur côté ou non? Et comme les avocats n'ont pas de pouvoir, là je vous dis vraiment ce que je pense, ce que nous savons les uns et les autres dans notre quotidien, nous le savons bien, nous n'avons pas de pouvoir. Et nous avons en revanche l'obligation de nous adapter pour accompagner nos clients sur des chemins d'évolution sociaux qui surviennent. Nous devons nous approprier la procédure participative. On me dit, je ne suis pas toujours convaincu de ça, mais on me dit que les clients eux-mêmes souhaitent que les problèmes se résolvent avant qu'ils soient portés chez le juge. Moi, honnêtement, je ne suis pas très certain de ça. Les relations que j'ai avec mes clients, j'en ai encore quelques-uns. Ils se raréfient un peu, je le reconnais, mais il y en a encore quelques-uns, puis je ne travaille pas tout seul, heureusement. Lorsqu'ils viennent me voir, ce n'est pas tout à fait ça qu'ils me demandent. Enfin, je n'ai pas l'impression qu'ils me demandent de résoudre a priori leurs problèmes en allant voir leur voisin, leur adversaire, leur contradicteur, qui vous voulez. Ils ont envie d'avoir un juge qui tranche et qui leur dise le droit et l'obligation, ils sont là. Et j'avais grandi avec l'idée, mais je commence à avoir quelques cheveux blancs, c'est vrai, que lorsqu'on explique à un justiciable les raisons pour lesquelles il a tort, ou qu'on lui explique les raisons pour lesquelles il a raison, ce qu'il préfère, bien sûr, il est capable de comprendre à peu près. À la condition que tout soit bien motivé, compris, conçu. Et donc, j'avais gardé cette image. Mais il semblerait que la relation de nos concitoyens avec la justice devient une relation d'envie concertée permanente. Ça poserait de grandes difficultés, notamment sur le rôle des juges. Parce que les juges qui s'embarquent dans l'ensemble de ces considérations, qui sont un peu des considérations intellectuelles, sociologiques et autres, à mon avis, perdent une partie de leur autorité. Et c'est probablement une grande question de la justice en général. On ne peut pas tout aborder, on n'est pas là pour faire de la philosophie, on est là pour faire de la formation sur la procédure participative. Bon. Donc, je vais m'arrêter là, bien sûr. Bon. Mais il n'empêche que nos clients peuvent effectivement redouter l'aléa du juge qui devient incertain dans sa démarche et qui peut avoir tendance à juger plus en fonction du but qu'il veut atteindre qu'en fonction de l'application de la loi telle qu'on pourrait attendre de sa part. Cet après-midi s'ouvre le congrès de l'Union syndicale des magistrats. Je ne vais pas leur dire ce genre de choses, bien sûr, mais ils savent bien que c'est ce que nous pensons, un certain nombre d'entre nous en tout cas, et peut-être un grand nombre d'entre nous. Quoi qu'il en soit, devant cette réalité, cette évolution, et à raison de la possession de cet outil qui est le nôtre, il fallait bien qu'on débloque un peu la situation. Lorsque la mandature a commencé cette année, au début de cette année, la question se posait de savoir ce que nous faisions comme campagne de communication institutionnelle. Vous savez tout ça, mes confrères. Et j'ai proposé que l'on parle de procédure participative, parce que les quelques contacts que j'avais eus à la chancellerie, et notamment sur J21, qui devait être la révolution du siècle sur l'organisation judiciaire, et qui s'était un peu effiloché en cours de route, disons les choses.
la chancellerie, on me disait, mais vous êtes bien gentil, nous, on développe la médiation, la conciliation, et que ça, parce que la procédure participative, vous ne l'appropriez pas. Et je me dis, alors, que mes confrères qui font beaucoup de médiation ne se méprennent pas sur ce que je pense et sur la façon dont je l'exprime. Je me dis que les médiateurs, ce n'est pas toujours les avocats. Et que quelquefois, il y a un peu de concurrence entre les avocats et les médiateurs. Je me dis que les conciliateurs, c'est encore pire, hein, parce que les conciliateurs, ils sont choisis, cooptés par des groupes, là aussi, intellectuels, beaucoup. Voilà. Et que la procédure participative, c'est au contraire l'outil de l'avocat. Il ne peut pas y avoir de procédure participative sans avocat. Et lorsqu'on a revisité un peu l'émergence des textes, et les débats qui se sont déroulés à l'époque, on se souvient que les notaires se disaient « mais pourquoi les avocats et pourquoi pas nous ?» Nous, notaires, les juges de l'amiable, vous vous souvenez de ces discussions un peu désagréables que nous avons vécues et subies. Et même les experts comptables, mes confrères, qui s'étaient dit, mais au fond, les avocats font la promotion d'un acte contresigné, qu'est-ce que c'est que ça? Mais nous aussi, on fait des actes à titre accessoire, c'est vrai, mais nous faisons des actes, pourquoi on ne pourrait pas aussi faire des actes contresignés? Et puis si on fait des actes contresignés, pourquoi on ne ferait pas aussi de la procédure participative, nous les experts comptables, en plein délire, enfin, ou bien on vit sur des monopoles, et il faut l'admettre, mais eux plus que nous, ou bien, à ce moment-là, on partage, hein. Moi, je veux bien faire de l'acte authentique et je veux bien aussi faire du chiffre à titre accessoire, si c'est possible. On me dit que c'est pas possible. Attendez, à ce moment-là, je garde mes outils. Mais j'en fais la promotion. Donc, tout ceci ajouté à la frénésie de nos politiques, alors qu'ils soient de droite, de gauche, mes confrères, ça, j'ai pas de scrupule à le dire, hein, à déjudiciariser et à réguler les flux. Alors, parce que nous n'avons pas assez de magistrats, c'est vrai, pas assez de greffiers, c'est vrai, pas assez de fonctionnaires, c'est vrai, parce que nous avons des palais de justice qui sont en mauvais état, parce que nous avons une carte judiciaire qui a été bâclée, par une réforme en tout cas, pour 10 000 raisons. Bon, et surtout parce qu'il n'y a pas d'argent. Il faut par conséquent éloigner le plus possible le justiciable de son juge, parce que ça coûte cher. Par conséquent, il faut l'embarquer dans d'autres paradis. Et bien, des paradis, c'est la procédure participative. Je vois les choses un peu comme ça. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons fait au mois de juin cette campagne institutionnelle. Avec un certain nombre de nos amis, n'est-ce pas, mesdames, qui nous disaient, vous êtes fous, de quoi vous parlez? Vous parlez de quelque chose que personne ne connaît. Ben justement, c'est bien la raison, parlons-en. Ah oui, mais... Eh oui, bon, on en a parlé. Et nous nous sommes rendus compte au bout que nous avions eu raison de le faire. Parce qu'entre nous, et votre présence ici en témoigne, nous avons redécouvert quelque chose que nous avions tendance à oublier, intentionnellement ou non, mais comme ça. Parce que nos clients se sont mis à nous poser des questions. Alors je vois notre nouveau directeur de communication, M. Cuneo, M. Samuel Cuneo, qui a pris ses fonctions hier, et qui a découvert hier ce qu'était le Conseil national des barreaux. C'est une maison intéressante, hein, M. Cuneo, le Conseil national des barreaux. Bon. Nos communicants, qui étaient réservés aussi, alors pas vous, puisque vous n'étiez pas là, mais ceux qui vous précédaient, vous êtes sûr, bon, se sont dit finalement, oui, ça fonctionne. Et les clients se sont mis à poser des questions, donc c'est pas si mal. Et à la chancellerie, permettez-moi de vous le dire, nous avons entendu certains interlocuteurs, alors pour qui le temps politique est très rapide, qui passent, qui viennent, il ne faut pas trop se fier à leur éternité, pas plus que, nous non plus, mais la leur encore moins. Ils n'empêchent, ils nous ont dit, mais finalement, vous vous intéressez à la procédure. Ben, tiens, depuis le temps qu'on vous le dit, voilà, on vous en fait la démonstration. Alors il nous reste maintenant à travailler encore, parce que ce n'est pas gagné tout ça. J21 n'a pas tout à fait introduit la procédure participative au niveau que nous souhaiterions. Et les amendements que nous essayons de faire passer sont rejetés les uns après les autres, ou pas toujours soutenus. En revanche, dans la nuit de
Karine, mardi à mercredi, c'est ça? Nous avons assisté à un spectacle étonnant de 4 sénateurs qui ont inventé le monde et qui ont failli faire voter un amendement. Alors, on dirait que c'est le Sénat, mais enfin, disant en gros ceci, enfin pas en gros, disons ceci, le titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat peut être de droit médiateur à la condition de ne pas exercer la profession d'avocat. Mais il faut le faire quand même. Il faut le faire. Écrit comme ça, mes confrères. Alors on a appris ça à 8 h du soir. On a mobilisé tout le monde, évidemment, on s'est agité, on s'est énervé, on a téléphoné. On a dit, mais à quoi pensez-vous, enfin? Vous allez dire que le diplôme qui me permet d'exercer mon métier va me permettre de droit d'exercer la fonction de médiateur. Ça me va bien. Mais à la condition que je n'exerce plus mon métier. Non, mais vous rêvez, les yeux ouverts. Ils ont finalement retiré l'amendement à 2 h du matin, c'est ça? Ce qui nous a permis de finir notre nuit un peu plus tranquille que nous l'avions commencé. Mais c'est la démonstration que nous ne sommes pas à l'abri de folies, qui répondent à un seul objectif: libérer les juges de ce qui les encombre. Ça, il faut que nous ayons ça à l'esprit. Par conséquent, nous, avec la procédure participative, nous allons faire le job. Et nous allons par conséquent décider avec nos clients que c'est ensemble que nous allions contractualiser leur contentieux. Bon, j'appelle ça comme ça, c'est un peu un raccourci, madame le professeur, je le reconnais volontiers, mais vous rectifierez dans la journée, vous aurez le temps de le faire. Bon. Et porter chez le juge une demande d'homologation. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'homologuer ou éventuellement de trancher, mais sur un dossier qui est tout prêt. Par conséquent, ça ne vaudra pas trop de temps, pas trop d'énergie, ça va bien comme ça. C'est l'enjeu de cette procédure participative et vraiment, c'est la raison pour laquelle je vous remercie d'être présent. Permettez-moi de vous le dire, pour vous, parce que je crois que c'est votre intérêt, c'est notre intérêt dans notre exercice quotidien de cette profession, mais c'est aussi l'intérêt collectif de la profession. Et lorsque notre exercice du quotidien peut rejoindre l'intérêt collectif de la profession, nous avons tout gagné, mes confrères. Et que nous soyons de province, de Paris, que nous soyons spécialistes en telle et telle matière, ça n'a pas d'importance, puisque la procédure participative, c'est aussi une procédure qui doit devenir totalement transversale et envahir l'ensemble des contentieux. Je finis en vous confiant que M. Sauvé, vice-président du Conseil d'État, est très intéressé, qu'il demande à ce que les procédures amiables, en général, soient intégrées dans la procédure administrative. Et il faut encore que nous convainquions tout le monde que dans ces modes alternatifs de règlement des différends, il n'y a plus de litige, ce sont des différends, des mardes, eh bien la procédure participative est son premier siège et son premier poste. Voilà ce que je voulais vous dire en vous saluant, en vous souhaitant 2 belles journées, en vous demandant, s'il vous plaît, de porter, une fois que vous partirez d'ici, si vous êtes satisfait, de porter auprès de nos confrères le témoignage de ce que vous avez vécu, pas forcément au Conseil national des barreaux, même si. Mais en tout cas, de ce que l'on vous a proposé et de le développement que cela peut nous assurer en termes d'efficacité juridique et d'avenir économique. Ne perdez pas de vue que dans les semaines qui viennent, nous aurons d'autres surprises. Nous en avons eu quelques-unes que l'on a appelées Macron. Nous en aurons quelques autres que l'on va appeler Macron 2. Qui seront dans le développement des nouvelles technologies. Mais réfléchissez une seconde, l'exercice professionnel virtuel dans le cadre des nouvelles technologies va nous reposer des questions sur les spécialités, sur les territoires, sur la représentation et sur les conditions dans lesquelles nous pourrons l'exercer. Donc nous ne sommes pas au bout de nos peines, nous sommes au début. Mais si nous sommes conscients de ce qui survient, nous avons la force de les appréhender et de résoudre les problèmes au mieux de chacun le
mieux possible, en tout cas avec la plus grande force qui nous caractérise, qui est celle de la détermination à faire émerger l'exercice de la profession d'avocat. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici les uns et les autres. Je vous remercie de votre écoute et je demande à monsieur le conseiller Fabrice Vert de poursuivre et peut-être de développer mieux que j'ai pu le faire les mérites de la procédure participative. Monsieur le conseiller. Merci, Monsieur le Président. Je suis très honoré et ravi que vous m'ayez invité à cette formation sur la procédure participative, car je suis profondément convaincu que c'est par une collaboration active entre les magistrats et les avocats que nous arriverons enfin à donner son coup d'envol au développement des modes amiables de résolution des différends, et puis plus largement peut-être une collaboration avec l'ensemble des acteurs des professions judiciaires. Je vois qu'ici il y a des professeurs de droit éminents qui participent largement déjà à cette collaboration. Alors cette collaboration passe par quoi? Premièrement, d'abord par une formation. Donc je suis très heureux de voir que le CNB lance une véritable formation sur ces modes amiables, car comment imaginer qu'un avocat ou qu'un magistrat puisse utilement proposer au justiciable ou à son client de choisir un mode amiable de résolution des différends s'il n'en connaît ni la nature juridique, ni le régime juridique, ni le processus. C'est-à-dire que tous ces modes amiables ont chacun une spécificité, et si on n'en connaît pas la spécificité juridique, technique, comment la proposer? C'est la raison d'ailleurs pour laquelle actuellement peu de magistrats ou peu d'avocats, ça a évolué un petit peu, ne proposent pas ces modes amiables à leurs clients, alors que les seules fois, moi, en tant que magistrat, où j'étais remercié par des justiciables, mais aussi par des avocats, ce qui arrive, vous le savez très bien, très rarement, c'est lorsque je suis parvenu à concilier moi-même ou à proposer une médiation à laquelle personne ne croyait et qui a réussi. Alors, le développement de ces modes amiables, que quand même de plus en plus nombreux parmi nous on appelle de nos voeux, pour se développer, constitue un véritable défi. Pour quelles raisons ça constitue un défi? D'abord, quand on voit les résultats actuels de ces modes amiables. Le rapport d'Elmas-Goyon nous dit que seulement 1% des litiges soumis aux juridictions sont résolus par la médiation, alors que la loi sur la médiation existe depuis 20 ans, que c'est une construction prétorienne qui existe depuis des années. Le nombre de conventions de procédure participative, je pense que Maître Poivre-Leclerc dira le chiffre, je ne vais pas le dire, mais je ne pense pas encore que ce soit un succès énorme, mais ça va le devenir, j'en suis certain. Alors pourquoi il s'agit d'un défi difficile pour nous? Parce que c'est un changement de culture radical, surtout par rapport à la société française. La culture juridique et la culture judiciaire s'affrontent, il faut bien le dire, à la culture des modes amiables, des résolutions des différends. Bon, c'est Jacques Fagé qui l'a bien mieux développé que moi. Pourquoi ça s'affronte? C'est un lieu d'affrontement, parce que pour l'institution judiciaire, on est dans une approche institutionnelle du règlement des litiges, alors que dans les modes amiables, et notamment dans la convention de procédure participative, on est dans une approche contextuelle, ce qui est radicalement différent. Sur quoi repose actuellement l'institution judiciaire? C'est une organisation très hiérarchisée, qui fonctionne de manière autoritaire, où le juge tranche le litige avec le glaive du droit. Il applique une règle générale impersonnelle à des acteurs, le justiciable plutôt passif. On est dans un cadre, une dimension même guerrière, c'est ce que vous disiez d'ailleurs. Vos clients, quand ils viennent vous voir, ils ne veulent pas du mode amiable. Moi, quand je propose un mode amiable à un avocat ou à un justiciable, il faut que je rame avant qu'il accepte, parce que personne n'en veut, on le sait bien. Alors pourquoi ils n'en veulent pas? Parce qu'on est dans une dimension guerrière. D'ailleurs, on parle d'arène judiciaire, de duel judiciaire, de vainqueur, de vaincu. Celui qui va en justice, il estime qu'il a complètement gagné, s'il a mis complètement en chaos judiciaire son adversaire. D'ailleurs, le bâtonnier Bénichou parle également du pays de la castagne. Et je rappellerai juste une citation de François de Calière
qui est un des premiers auteurs français à avoir fait un ouvrage sur l'art de la négociation, un diplomate du temps de Louis XIV, qui disait ceci: « Notre nation est si belliqueuse qu'elle ne connaît presque point d'autre gloire ni d'autres honneurs que ceux qui s'acquièrent par la force des armes. » Donc beaucoup disent que la France n'a pas une culture du conflit. Moi je pense que si, il suffit de lire nos historiens et on voit bien qu'il y a une conception guerrière de l'arène judiciaire, de la justice. Et d'ailleurs sous Louis XIV également, il y avait un chroniqueur qui disait qu'à un moment donné, tous les gens de robe quittaient la robe pour prendre l'épée, parce que pour séduire ces dames, à l'époque, c'était beaucoup plus valorisant de prendre l'épée plutôt que de prendre la toge. Donc cette logique, donc il y a deux logiques qui s'affrontent. Alors que s'est-il passé qu'on a essayé d'introduire les modes amiables dans l'institution judiciaire? Beaucoup ont dit, de juges, c'est une démission. Alors, comme dit le professeur Charles Jarosson, un bon jeu de mots, non. Par exemple, la médiation pour le juge, c'est pas une démission, c'est une de ses missions. Donc, alors pourquoi ça s'affronte? Parce que la médiation, elle repose sur quoi? Sur un rapport d'égalité. On est entre des partenaires à égalité. On est sur un rapport de respect mutuel. On essaye de trouver un accord qui soit mutuellement acceptable pour tout le monde. Ce n'est pas un accord où il y en a un qui va gagner, qui va perdre. Et on traite de quoi? Pas d'une règle générale impersonnelle qu'on va appliquer. On n'est pas dans le légicentrisme. Alors évidemment, quand on a la conception du juge qui n'est que la bouche de la loi, comme disait Montesquieu, eh bien ça empêche le juge d'avoir une autre attitude que celle qui essaye de se concentrer sur quoi? Sur les intérêts, les besoins. C'est ça le grand intérêt des modes amiables, et notamment de la convention de procédure participative, c'est qu'on va rechercher quels sont les vrais intérêts, les vrais besoins des parties. Hier même, j'avais une affaire à l'audience, 20 ans d'âge. 20 ans d'âge pour une décision qu'on va rendre qui risque de même pas mettre un terme au litige, puisqu'il y a un problème avec de double degré de juridiction, ce qui complexifie beaucoup en France quand même aussi, parfois dans certains contentieux des affaires. 20 ans d'âge, c'était l'investissement d'une famille qui, depuis 20 ans, ne peut pas construire une maison. Alors est-ce qu'un mode amiable, dès le début, par exemple, avec la convention de procédure participative, qui aurait mis tout le monde autour d'une table pour trouver une solution qui, au début, ne paraissait pas très coûteuse ni très chère, est-ce que ça n'aurait pas été mieux pour les justiciables? Mais évidemment, l'affrontement vient du fait qu'on n'est pas du tout dans une conception de rationalité juridique, mais sur autre chose, et il faut qu'on l'intègre. Et puis la médiation s'est tournée, ou la convention de procédure participative, s'est tournée vers l'avenir. Quand vous recevez le client ou le justiciable, on parle de quoi? Moi, souvent, quand je suis juge, que j'ai une affaire, ça arrive quand même assez fréquemment, où je regarde de quand date la promesse, je suis en appel, mon cours d'appel, promesse de vente, 20 ans d'âge. 20 ans d'âge, la première chose que je dis parfois aux justiciables, aujourd'hui un peu d'archéologie judiciaire ou juridique, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Souvent, en 20 ans, les positions, les intérêts, tout ça a pu changer. Donc on est dans une autre dimension, on est tourné vers l'avenir, alors que la justice souvent est tournée vers le passé. C'est le premier président André, quand il a quitté la magistrature, a tenu ce discours en disant souvent le juge apporte des réponses mortes à des questions mortes. Alors que dans les modes amiables, on est tourné vers l'avenir. On regarde le passé, mais avec une dimension d'avenir. Alors, mais actuellement, donc, nous assistons à trois forces qui s'affrontent autour des modes amiables. C'est-à-dire, c'est Jacques Fagé qui l'a dit bien mieux que moi, il y a les forces inspiratrices, c'est-à-dire ceux qui y croient, parce qu'ils pensent que c'est l'intérêt du justiciable, du client, de l'avocat, de trouver un accord qui satisfasse tout le monde, rapide, moins onéreux qu'une procédure, etc. Donc ça, c'est les forces inspiratrices dont vous faites partie, Monsieur le Président, le CNB, et certains magistrats également. Je vois Madame Ganancia qui a été une de grandes inspiratrices sur le sujet. Donc c'est ceux qui y croient. Ensuite, il y a les forces institutionnelles. Marc, le CNB est peut-être entre les deux. C'est-à-dire où c'est l'institution qui voit qu'après tout, le mode amiable, ça commence à prendre, etc., qui essaye de s'en accaparer. Alors le gros problème de l'accaparement par les forces institutionnelles de ces modes amiables, c'est qu'ils veulent mettre sur ces processus leur propre procédure, ce qui conduirait à dénaturer complètement le processus, qui sont quand même des processus de liberté, c'est ça l'intérêt des modes amiables. Donc le danger, c'est que les forces institutionnelles, qui parfois ne connaissent pas trop bien ce que c'est, veillent calquer sur ces processus leurs propres règles. Et ensuite, il y a les forces du marché.
Alors effectivement, bon, bah, les gens commencent à comprendre qu'il s'agit d'un marché. D'ailleurs, je pense que profondément que les avocats ont tout intérêt à se lancer dans ce marché, entre guillemets, parce que ce sont quand même des avocats, des auxiliaires de justice. Et je pense également que les juges doivent s'y intéresser. Parce que si les juges et les avocats ne s'y intéressent pas, que va-t-il se passer? Et c'est déjà en train de se passer, c'est que tout ça se développe ailleurs. Mais sans les garanties pour les justiciables du rôle du juge, qui est quand même... Qu'est-ce que c'est qu'un juge en France? C'est quand même d'abord le gardien des libertés individuelles et le garant de l'ordre public. Si le juge disparaît de tous ces accords qui se développent, et déjà ça existe, on le sait tous à côté, eh bien, qui nous dit que dans ces accords, on ne va pas violer les règles essentielles de ce qui fonde notre société. Par exemple, l'égalité entre hommes et femmes, qui est un de nos principes fondamentaux, eh bien, on peut parfaitement, dans le cadre d'une médiation de succession, décider que la femme aura 3 fois moins de droits que le mari. Bon, ça existe dans d'autres civilisations, c'est une question de civilisation. Si le juge disparaît de tous ces modes amiables, eh bien, on risque d'assister à un renversement des règles essentielles de notre société, ou si l'avocat disparaît, l'avocat qui a également ce rôle de garantir tous ses droits, lors d'une convention de procédure participative, il pourra éviter à ce qu'on assiste à un changement de valeur de notre société. Donc je pense qu'il y a un véritable enjeu politique pour que les juges et les avocats s'intéressent à ces modes amiables. Alors, qu'est-ce que c'est que... alors donc on est actuellement dans une période un peu d'affrontement, qui est essentiel à mon avis. Bon, on est dans le cadre de J21, je pense qu'il ne faut pas rater le coche. Si on le rate, ce sera peut-être trop tard. Il y a eu en Angleterre des grandes lois, les lois Wolf, etc., qui ont lancé tous ces modes amiables, qui se sont développés, ou quand on dit que ça ne marche pas, ça ne marche pas. En Angleterre, 85% du contentieux du droit du travail est résolu par les modes amiables de résolution des différends, un système paritaire, etc. En France, je crois que le CPH de Paris, c'est 6% conciliation. Donc je pense que ça marche et qu'il y a un grand marché à investir pour nous, mais il faut l'organiser de manière cohérente et faire en sorte qu'on respecte les fondamentaux de ces modes amiables. Alors, ça correspond quand même à une tendance de fond. On voit bien au Québec, c'est le professeur Jean-François Roberge qui a beaucoup travaillé sur le sujet, qui dit quand même que nos concitoyens de plus en plus nous disent que la justice ne les satisfait pas, qu'elle est trop lente, trop chère, trop complexe, et surtout, ils souhaitent investir davantage le processus, devenir un acteur judiciaire. Bon, c'est les phénomènes de contractualisation judiciaire et du droit et de démocratie procédurale développés par le recteur Serge Guinchard, mais je pense que la professeure Nathalie Fricero en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Donc on est quand même dans un mouvement où nos concitoyens souhaitent faire en sorte que d'autres valeurs soient prises en compte dans la justice, et notamment quoi? Les valeurs d'équité. Donc la convention de procédure participative, ça correspond à ça, au choix, au citoyen qui se réinvestit, qui devient un véritable acteur avec son avocat dans la résolution du processus, qui pourra faire en sorte que d'autres valeurs, comme les valeurs d'équité, qui sont essentielles, puissent être bien prises en compte dans ce processus. La finalité de la justice participative, nous dit Jean-François Roberge, c'est de procurer un sentiment de justice correspondant aux conceptions de l'équité perçues par les parties aux différends. Donc c'est fondé sur 3 valeurs: respect, créativité, proactivité actualisée dans 3 dimensions, interaction, contenu, processus, d'un mode de prévention et de règlement des différends en poursuivant 3 formes d'équité: interactionnelle, distributive, procédurale. Alors, je devais dresser un bref état également des modes amiables. Bon, je pense que le temps qui m'est imparti est pratiquement terminé, mais je rappellerai quand même 3 événements essentiels et qui rejoignent un peu ce que vous avez dit tout à l'heure et vos préoccupations. Il y a un arrêt, bon, que m'a indiqué la professeure Nathalie Fricero, mais qui me paraît absolument fondamental, de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 mars 2015, Monsilovic contre Croatie. Que nous dit cet arrêt? Cet arrêt de la Cour européenne nous dit qu'il est parfaitement légitime pour un État, dans le cadre d'une disposition législative, d'imposer aux parties de recourir à un processus de conciliation ou de médiation, que ce n'est pas contraire donc à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que poursuivre un but d'économie de la justice, il ne faut pas se leurrer. Tous les États occidentaux font actuellement des économies de justice. Donc c'est parfaitement légitime de faire des économies. Et de poursuivre un but de développement des modes amiables est un but également parfaitement légitime. Donc la question est tranchée par la Cour européenne sur le sujet, terminé. Ensuite, vous avez le décret du 11 mars 2015 que vous connaissez tous, qui vous oblige dans l'assignation à indiquer quelles ont été les diligences accomplies en vue d'un règlement amiable. Bon, après, il faut l'organiser. Alors effectivement, la Convention procédure participative a toute sa place
dans cette obligation qui vous est faite d'indiquer quel mode amiable vous avez essayé de développer avant de faire assigner. Mais il y a aussi une autre disposition législative très intéressante, c'est l'ordonnance du 20 août 2015 qui transpose la directive européenne du 21 mai 2013 sur le règlement extrajudiciaire des litiges en matière de consommation. Dans cette ordonnance, on dit quoi? Eh bien que c'est un droit pour le citoyen, pour le consommateur, de recourir gratuitement à une mesure de médiation. Et donc on voit bien que dans les textes, on introduit un véritable droit à la médiation ou au mode amiable, de manière plus large, et que si vous, les avocats, vous ne vous emparez pas de cette question, eh bien ça ira ailleurs. Par exemple, dans cette ordonnance, je ne vois pas trop où apparaît l'avocat, d'ailleurs ni même le juge. Donc je pense profondément que tous les acteurs judiciaires, juges et avocats doivent s'investir dans ces modes amiables. Alors, je n'ai pas le temps de faire différentes préconisations, mais la seule que je ferai, c'est que je pense qu'il faut prendre le modèle des conventions, des conférences de règlement de procédure au Québec. Moi, dans mon idéal, alors c'est une justice idéale, mais on est peut-être là aussi pour faire un peu d'idéal, ce serait que le juge, quand une affaire lui est soumise, puisse recevoir les avocats, les clients, et voir avec eux quel est le meilleur mode pour résoudre le conflit. Alors, il faut le faire dans un cadre, évidemment, qui ne soit pas du tout décorum, etc. Je souhaiterais qu'il y ait des salles de conciliation, médiation, mode amiable, même convention de procédure participative, je ne sais pas comment les appeler, dans un tribunal où on se retrouverait tous. Le juge regarderait évidemment le dossier, tout le dossier, c'est-à-dire que pour commencer, quand je propose par exemple la médiation, je regarde le dossier et les pièces. Autrement, si on fait un discours d'ordre général, ça ne marche pas. Par contre, il faut faire un discours circonstancié par rapport à l'intérêt et les besoins des parties dans un dossier précis. On ferait comme ça. Alors pourquoi pas au début, si le juge sent que le conflit n'est pas trop enquisté, dire peut-être vous avez d'excellents avocats qui connaissent bien le dossier et le droit. Moi, je vous invite peut-être d'abord, avant que je tranche ou que je vous propose autre chose, de voir dans le cadre d'une convention de procédure participative si vous pouvez pas arriver à un accord. Si ça marche pas, il faut faire des passerelles en tous ces modes amiables. Si le litige est trop enquisté parce qu'il faut un tiers extérieur qui puisse crever l'aspect profond du conflit, on ne peut pas le faire en 5 minutes, ou l'avocat ne pourra pas le faire, eh bien pourquoi pas avoir recours à un médiateur ou au juge que concilie. Si on a besoin de quelqu'un avec un peu d'autorité parce qu'il faut un peu rappeler le règlement, la loi, etc., le juge qui concilie. Donc une réflexion approfondie entre les avocats, les juges et les parties pour voir quel est le meilleur. C'est choisir le meilleur mode par rapport à ses besoins, ses intérêts et ses moyens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer, il faut aussi réfléchir à la question du moyen. Alors, pourquoi je pense que c'est très intéressant? C'est parce que je pense que le justiciable, c'est lui quand même qui, au final, trouvera un bénéfice à ce développement des modes amiables. Moi, je vais terminer juste par une lettre, alors c'est par rapport à la médiation, mais c'est par rapport au mode amiable, parce que beaucoup de collègues encore disent « je n'y crois pas ». Ce qu'on entend souvent maintenant comme discours, c'est dire « oui, c'est merveilleux, médiation, convention de procédure participative, etc. » Mais je n'y crois pas. Alors, je vais terminer par cette lettre qui, pour moi, illustre assez la difficulté pour le juge de s'emparer de la question, mais également des avocats, suite à une médiation que j'ai osé ordonner en appel 18 ans après. 18 ans après la naissance du litige. Voilà. Je reçois l'arrêt rendu par votre chambre le 27 février 2014, au terme duquel il est constaté l'extinction de l'instance et le désistement de la Cour. Au-delà de mes clients qui n'ont pas, ce qui est compréhensible, la même appréciation de la portée de cette décision, je veux vous dire ma satisfaction et mes remerciements personnels. Bon, je suis un peu... ma vanité, là, peut paraître grande, mais bon, c'est un exemple. Je suis avocat depuis plus de 30 ans. Et je n'avais jusqu'à présent pas été convaincu par l'efficacité de la médiation. En effet, avocat en droit des affaires principalement, je conduis très souvent des rapprochements entre les parties et il n'est pas rare que nous aboutissions à des protocoles transactionnels. Alors, lorsqu'un magistrat, souvent assez tardivement dans le déroulement de la procédure, propose la médiation, il me semble que cette nouvelle tentative d'accord ne serait qu'une perte de temps. Mais c'est sans compter sur les exceptions et surtout sur des événements extérieurs qui peuvent parfois donner une autre tournure à un dossier éminemment contentieux. C'est ce qui s'est passé dans ce dossier précisément. La procédure avait été engagée il y a presque 20 ans. De nombreuses tentatives avaient été faites à mon initiative qui avaient toutes échoué. La dernière, il y a moins d'1 an. Et en fin de compte, la banque a accepté ce que nous avions proposé de longue date. Pourquoi ? Je serais assez tenté de penser que votre engagement personnel dans cette médiation n'y est pas étranger. En tout cas, le résultat est là.
et j'aurais été bien mal inspiré de refuser cette nouvelle tentative, même si, comme je l'ai dit, comme je l'ai accepté, je n'y croyais pas. Je vous autorise à lire cette lettre. Voilà, c'est-à-dire que souvent, on n'y croit pas. Eh bien, quand on a des avocats formés, alors il faut être formé, c'est ça le problème, des juges formés aussi, il faut que les juges soient formés. S'ils ne sont pas formés, ils ne proposeront pas, ils n'y croient pas. Et quand tout ça marche, eh bien, qui est content, en définitive, c'est quand même le justiciable. Bonjour à tous. Alors vous devez vous demander pourquoi tout à coup on parle de déontologie et procédure participative. Ben, la déontologie, c'est notre valeur commune. La déontologie, ça irrigue notre activité, quelle que soit notre activité. Donc ça irrigue aussi la procédure participative. Mais j'ai le sentiment, et je voudrais que vous en soyez pénétrés, j'ai le sentiment qu'en matière de procédure participative, cette valeur ajoutée de l'avocat, la déontologie, est encore plus prégnante que dans une autre matière. C'est vrai qu'il n'y a pas de déontologie à géométrie variable. Nous en sommes bien d'accord. Nonobstant, la procédure participative, elle consacre, à mon sens, ce que nous sommes et que parfois nous perdons de vue. Nous sommes le tiers de confiance aux côtés de nos concitoyens, et c'est parce que nous sommes ce tiers de confiance qu'il y a des chances d'aboutir à un règlement amiable du différend. Je sais que vous êtes très impatient d'entamer ce parcours initiatique là, que nous devons nous proposer Madame le professeur Fricero et Hélène Poivet-Leclerc. Mais tout de même, vous verrez tout au long de ce qu'elles vont vous dire, notamment sur la convention de procédure participative, vous verrez qu'il est indispensable d'avoir toujours à l'esprit notre devoir de loyauté, notre devoir de probité, notre devoir d'indépendance. Et je voudrais attirer davantage votre attention sur la notion de confidentialité. À cet égard, je vais rendre à César ce qui appartient à Madame Fricero. Je vous invite tous à faire l'acquisition de ce petit livre rouge, le guide des modes amiables de résolution des différends, à la rédaction duquel Madame Fricero a pris une très large part. Je ne reçois pas de commission des éditions Dalloz, je le regrette, mais je vous invite véritablement à vous pénétrer de cet ouvrage. On y parle de confidentialité, confidentialité naturellement entre avocats, confidentialité des correspondances. Sauf si, évidemment, elles sont revêtues de la mention officielle. On peut tout à fait l'imaginer. Dans votre convention de procédure participative, vous devrez songer très précisément à ce que vous considérerez comme éminemment confidentiel et à ce qui pourrait être officiel. De même, en matière de communication de pièces, vous allez devoir, avec votre confrère, vous allez devoir déterminer quelles sont les pièces qui vous paraîtront, à vous et à lui, indispensables à la solution du différend. Et vous aurez à établir un bordereau de communication de pièces. Ces pièces-là, si la procédure participative ne prospère pas, pourront être produites au débat. Mais il peut y avoir d'autres pièces qui, elles, n'interviendront pas dans le cadre de la procédure participative, mais qui, en revanche, pourront être produites devant le juge si votre procédure participative échoue. Préoccupez-vous aussi des correspondances que vous allez échanger, toujours dans le cadre de cette procédure participative, avec des tiers. Vous allez pouvoir, dans votre convention, prévoir, par exemple, la présence d'un expert, ou d'un notaire, ou de quelconque technicien qui pourrait apporter
une aide à la solution du différend. Bien sûr que ces correspondances-là ne sont pas soumises au secret professionnel, à la confidentialité et au secret professionnel. Nonobstant, s'il advenait que cette correspondance soit produite par vous, en cas d'échec partiel ou total de la procédure participative, eh bien vous risquez tout de même une procédure disciplinaire, parce que vous auriez commis une faute relative à la délicatesse et à la dignité. Vous allez devoir aussi vous préoccuper de la notion de confidentialité s'agissant des parties entre elles. Donc vous allez devoir être extrêmement prudent dans la rédaction de votre convention de procédure participative. Quid de la confidentialité des correspondances des parties elles-mêmes? Et attention, il n'est pas évident non plus que cette clause de confidentialité soit de nature à être une parfaite protection. Car si la convention de procédure participative n'aboutit pas, je vous rappelle tout de même que la preuve peut être apportée par tout moyen. Donc, la partie pourra parfaitement produire en justice la correspondance ou la pièce qui pourtant aurait été incluse dans une clause de confidentialité. Je ne veux pas vous accabler avec tout ça, et encore une fois, vous allez faire votre expérience, mais je veux que vous ayez conscience que le législateur, en nous confiant la procédure participative, je ne suis pas certaine qu'il ait complètement eu conscience de ce qu'il faisait en exigeant notre présence. Mais nous avons à prendre cette conscience. Et bien encore une fois, le législateur nous considère comme le tiers de confiance dont je parlais au début de mon propos, comme un régulateur des rapports sociaux. Et je pense que nous avons une chose à faire, c'est de ne pas le détromper. Voilà, je vais vous laisser à cette réflexion. Encore une fois, ayez présent à l'esprit tout au long de cette journée. Et demain, lorsque vous participerez aux ateliers pratiques mis en place par nos deux égéries, là, Élodie et Karine, pensez-y, mais je suis sûr que les animateurs vous éveilleront l'esprit sur cette question. Merci. Eh bien, bon séjour au Conseil national, mes confrères.